Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Ganzmann. Bonjour à toutes et à tous, jusqu'à 13h nous sommes ensemble et lundi, bien sûr, vous le savez, vous retrouverez Valérie Expert avec Gilles Ganzmann, mais Gilles c'est là, il est là avec nous pour Sud Radio Média. Bonjour Gilles. L'autre feignasse, elle est en train de bronzer comment il parle de Valérie Expert. Ah non mais je supporte pas cette expression. Moi, ça fait 8 ans que je travaille avec Valérie. Non mais je sais bien, mais je l'adore. Mais voilà, on pense à Valérie, Valérie que vous retrouverez, votre grande sœur, que vous retrouverez lundi donc pour Sud Radio Média. Pour l'instant donc, nous sommes avec Gilles et avec deux moments formidables. Un peu plus tard, nous parlerons de la Starac avec Marlène Schaff, une des profs de la Starac. Mais d'abord, on va parler d'Enquête parallèle, cette fiction qui cartonne sur France 3 le samedi notamment, avec un nouvel épisode. On va y revenir dans un instant avec nos deux invités, deux comédiens, la distribution formidable de Enquête parallèle sur France 3, cette comédie policière, ce policier Florence Pernel, la journaliste un peu policière, et puis Jean-Baptiste Chelmerdine qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Florence, vous êtes avec nous en ligne aussi ? Ravi de vous accueillir tous les deux avec Gilles Ganzmann. C'est un duo formidable, incroyable. On avait reçu déjà Florence Pernel pour le premier épisode. Puis là, on s'est dit, ça serait bien que Jean-Baptiste soit là. Et tout à l'heure, il écoutera la Starac parce que Jean-Baptiste, il chante. Vous chantez ? Oui, je chante. Oui, je chante. Je chante chez moi, quoi, surtout. Dit-il presque timide. Tout à l'heure, je vous ferai écouter Jean-Baptiste. J'ai ressorti une archive. Ah ouais, ok. Ouais. Vous vous souvenez quand vous finissez nu derrière cette fenêtre tout en chantant les surprises de tonton Ganzmann. Voilà. Alors Gilles, il y a aussi, évidemment, c'est la tradition ici, le zapping du jour de Sud Radio. Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Si samedi on va découvrir si le crime parfait existe, parce que c'est le nom de l'épisode qui sera diffusé ce samedi sur France 3, l'histoire que vous allez entendre pourrait faire un parfait scénario de film. Alors je vous explique, il y a un homme, Thierry, qui est retrouvé vivant dans un coffre de voiture. Pourquoi ? Tout cela à cause d'un influenceur. Voici la suite de l'histoire. Dans la nuit du 31 décembre, dans cette petite commune du département de l'Ain, deux hommes armés, cagoulés, font irruption dans un immeuble. Ils pénètrent dans un appartement, agressent et séquestrent un couple qui dort tranquillement. Ils ne sont pas là par hasard. Il s'agit de demander une rançon au fils de leur victime, un célèbre influenceur. Un Français domicilié à Dubaï et suivi par plus de 500 000 followers. Sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 35 ans montre sa vie de millionnaire. Quiconque a un cerveau peut devenir millionnaire. Et il explique aux internautes comment, grâce à la crypto-monnaie, on pourrait faire fortune en quelques clics. Récemment, il se filmait en train d'annoncer ses derniers gains à son père au téléphone. Je viens de gagner $1,4 million. Non. C'est dingue. Et ben voilà. Alors vous dites à votre papa. C'est pas une fiction, il faut le rappeler, c'est quand même dingue cette histoire, parce que cet influenceur qui quand même en fait un peu beaucoup, mais qui a beaucoup de followers et qui explique comment il gagne de l'argent avec de la crypto-monnaie, du bitcoin, en vérité, c'est réel, son père se fait hacker, se fait kidnapper. Oui. Et puis c'est parce qu'il y a un flic qui passe que les voleurs prennent et qui a un très bon réflexe. Pourquoi le flic ? Parce que les voleurs font le plein d'essence en gardant leur cagoule. Et il y a un policier quand même qui se dit... garder leur cagoule pour on faire... peut même dire carrément plus que ça. Ils sont un peu... bref. N'empêche qu'ils sont... C'est bizarre de faire... Et ils ont fui, et le policier a sauvé le père qui était dans la voiture. Magnifique moment en tout cas de reportage de télévision, c'était dans le journal de 20h. Vous êtes sur les réseaux, Florence et Jean-Baptiste ? Oui, bien sûr. Et oui, on est un peu... C'est un peu obligé aujourd'hui. Oui. Et vous êtes une influenceuse, Florence Pernel ? Ah, pas du tout. Non, je ne m'influence que moi-même. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'avant, les artistes fuyaient les paparazzis, fuyaient la vie intime. Non, vous ne me parlez pas de mes copines, de mes copains. Et maintenant, vous livrez, vous en train de faire du rire. Non, pas du tout. Ça dépend de qui. Moi, si vous regardez mon Instagram, je livre absolument rien de ma vie privée. Je m'en sers comme une attachée de presse, en fait. C'est ça, C'est-à-dire que ça me sert à annoncer ce qu'on fait. Le prochain épisode, c'est ça, des actus, mais on met pas nos vies privées. Ni moi Florence pas. ni Il y moi. a des gens qui mettent, mais après c'est un choix personnel.
Alors, il faut rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices que nos deux invités là sont un binôme sur lequel on va revenir, d'une histoire formidable. Une journaliste, ancienne grand reporter de guerre à la télévision, dans un réseau régional, qui avec son caméraman, vous incarnez ce caméraman, Florence la journaliste, rédactrice, et puis le caméraman Jean-Baptiste Chelmerdine. Et on va revenir sur ce rôle, ce binôme que vous incarnez tous les deux dans ce policier. Mais le zapping, on continue avec Gilles Gansman. On a tous vu Titanic au cinéma. Eux, ils ont vu leur propre version, mais dans la vraie vie. À part que le Titanic, sur leur bateau, vous allez comprendre ce que je vous raconte. Voilà. Avec cette liaison de TF1, le skipper de Vendée Globe, Éric Bellion, sur son bateau, le Stindouane, voit un iceberg s'approcher de son dingue aussi. bateau. Frisson garanti. Vous voyez derrière moi, là, à droite, c'est un iceberg. On vient de le croiser. Oh là là, vous le voyez? Ça fait peur, hein. Je me rappelle, la coque de mon bateau, elle fait 3,6 mm d'épaisseur. Je peux pas me permettre de taper ça. Holy shit! I'm shivering, and not only because of the cold. Game over. Je peux pas me permettre de taper ça. Et la menace, c'est évidemment avec le bateau, il tape tout simplement dans l'iceberg. Ouais. Et cette remarque est là, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est fou dans ces images, je les ai vues hier soir, c'est au fond cette espèce de calotte blanche, alors qu'on est quand même là, au loin du Cap Horn. Enfin, vous voyez, et on a tout d'un coup qui apparaît pour le navigateur cette calotte blanche. Bravo pour cette image, parce que ça a été une des images fortes hier. Dans le Gotha des milliardaires, c'est une étrange figure, étrange figure, c'est le bon mot, dans tous les sens du terme, qui s'est éteinte. Jocelyne Wittgenstein, vous voyez Jocelyne Wittgenstein, pas du tout. Complètement refaite. La femme chat. Et oui, surnommée la femme chat en raison de nombreux recours à la chirurgie esthétique, dans l'espoir supposé de ressembler à un félin. Elle est morte ce mardi à l'âge de 79 ans. Alors, et oui, il y a à peine un mois, Jordan Deluxe, qui lui aussi a la lèvre pulpeuse, la recevait sur C8 et revenait sur ses opérations. Vous avez l'allure d'un félin. C'est une volonté de votre part, Jocelyne? Parce que j'ai tout lu, j'ai vu aussi des bêtises à droite à gauche. J'ai lu que ce qu'il faut voir quand même, c'est que avant qu'il y ait de la chirurgie esthétique, vous étiez quand même, vous aviez les yeux vraiment, vous avez les yeux d'un félin, quoi. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Oui. Mais même quand on voit petit, d'ailleurs, mon père avait les yeux très en amande. Ils étaient un brun irisé, avec des pépites un peu dorées et même bleutées, une couleur assez particulière. Et maman avait les yeux verts. Très belle femme. Jocelyne, j'ai lu sur Internet que vous aviez voulu ressembler à un chat parce que votre mari aimait les chats. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, ça? C'est des foutaises ou pas? Non, je pense que mes yeux ont toujours fait un peu félin. Je suis née comme ça. on va pas se moquer d'un défunt, mais vous avez entendu quand même, on va se mettre à dos tous les chirurgiens esthétiques, mais quand même la difficulté à parler. C'est des choses qui vous tentent, Florence? Pas à ce niveau-là, Florence. Elle n'a pas besoin, Florence. Elle va mal le prendre. Mais la chirurgie esthétique... Moi, je vais me faire un coup de girafe. Non, mais la chirurgie esthétique, c'est une question qui se pose ou pas, ou vous y avez jamais pensé? Non, ce qui se pose, c'est le soin, quoi, le soin qu'on apporte Moi, je suis plus en fait sensible à ma silhouette. En fait, je fais très attention à pas grossir, à faire du sport. Voilà. Plus que d'aller me faire lifter, parce qu'après, si vous voulez, on a quand même, il faut quand même avoir l'âge qu'on représente, quoi. Le truc, c'est d'essayer de le représenter le plus en forme possible. Voilà. Après, si vous liftez, vous enlevez quand même une partie de vos expressions. Donc, je crois qu'il faut quand même accepter de vieillir tranquillement, je vais dire. Et vous, Jean-Baptiste, la chirurgie esthétique? On va pas poser la question qu'à la femme. Non, la chirurgie, non. Et la silhouette, j'essaye de suivre Florence. Il essaye, je confirme. Pourquoi le soir, il mange après les tournages, c'est ça? C'est un gourmand? Je mange tout le temps. C'est le problème, mais c'est une bonne prof. Ça laisse du temps, les tournages, pour faire du sport un peu, pour s'entretenir. Oui, entre les tournages, j'avais un programme de sport à faire par mon coach à l'hôtel. Je l'ai fait 2 fois en un mois. Mais par contre, en revenant, oui. Ça vaut la peine d'avoir un coach. Notre écolo est très woke, maire de Lyon, a encore fait des siennes. Grégory Doucet. Voilà, exactement. Écolo. Alors, cette fois-ci, gilet vert. Il a payé aux employés municipaux, avec l'argent de la mairie,
une formation pour qu'ils apprennent, quand tu es éboueur, à communiquer avec des arbres et des fleurs. Alors quand on voit déjà à la mairie les gigaphones qui ça ont a du fait mal l'objet d'une grosse polémique au sein du conseil municipal. L'opposition a hurlé contre cette dépense publique pour des formations pour savoir parler aux arbres. Exactement, et quand on voit que derrière les gigaphones ils ont du mal à nous parler, on se dit qu'il y a du boulot. Arbre, du boulot. Ouais. Oui, bien sûr, pleureur. On écrit un peu. Avant le sol pleureur. Apprendre à parler aux arbres, aux fleurs, aux animaux. Cela s'appelle le dialogue interespèces. Une vingtaine d'agents de la ville ont été formés. Coût total, 3 000 €. L'opposition crie justement au gaspillage de l'argent public. Les agents étaient invités à entrer dans le dialogue interespèces au travers d'un jeu de rôle. Premier membre est Boulot pleureur. La ville de Lyon, elle, se défend. Il s'agirait de simples jeux de rôle, destinés à élargir l'esprit. Et qui plus est, financés par le budget participatif. Parler que de la forme de cette formation-là, sans rentrer dans le fond, je vous avoue que je suis assez atterré. D'un sujet tiré du chapeau, simplement pour faire polémique, alors que le fond du sujet, c'est le réchauffement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité et c'est le réaménagement de la ville. Lyon n'est pas la seule ville en France à vouloir parler aux arbres. D'autres municipalités proposent à ses agents les mêmes formations. Bien sûr, un éboueur qui se forme à parler aux arbres, ça sert beaucoup pour le climat. Il a raison, le maire de Lyon. Vous voyez bien que je suis critique. Je l'assume. Et Jean-Baptiste, vous tétillez quelques branches de temps en temps? Non, mais j'aime bien l'idée que faire un câlin à un gros arbre, ça vous recharge. On vous imagine en train de faire le câlin à l'arbre. J'aime bien l'idée après. On a tous envie de faire des câlins aux arbres. Est-ce qu'il faut payer Est-ce qu'il faut tirer sur l'argent public pour ça? Parce qu'il faut suivre son instinct animal et lui faire un câlin tel qu'on le ressent. Ah ouais, l'instinct animal pour faire le câlin à l'arbre, vous avez raison. Non, juste la tendresse, ça fait partie de l'instinct animal. Et vous êtes feuillu? Comment? Vous êtes feuillu? C'est-à-dire? Non, c'est pas grave. Développer. Non. Et voilà, Gilles, faut faire gaffe quand on pose des questions provocatrices. Oui, on a des bons, de la bonne répartie en face, Florence et Jean-Baptiste. En tout cas, ça fait rire Florence, qui doit connaître la réponse. Vous faites des câlins aussi aux arbres? Il est feuillu. Ah, vous voyez qu'il est feuillu. La semaine dernière, on a appris la disparition de Catherine Chaillet, créatrice du premier logo de TF1. Elle est décédée à 91 ans, le 23 décembre 2024. Alors, on se souvient tous de cette identité marquante de la première chaîne, avec ce T, ce F et ce 1 arrondi qui s'emboîtait pour les ouvertures et les fermetures de chaînes. Les TF1... 75, 76. Exactement. Et TF1 s'animait pour devenir les Typhons. Alors, Catherine Chaillet évoquait dans une interview, vous allez voir comment est venue l'idée du logo de TF1, c'est assez original. Et puis ensuite, on écoute la chanson des Typhons. Qui vient de fêter cet anniversaire. Qui va fêter ses 50 ans. Il fallait que la chaîne s'annonce. La concurrence commençait à peine de s'ouvrir. Il fallait qu'elle soit elle, qu'on sache, qu'on la reconnaisse et qu'on y reste. Donc il fallait appeler, capter et captiver. Le logo a été fait entre une machine à laver et un plat de nouilles au gratin. Chez moi, avec les enfants. Et d'ailleurs, la dernière de l'époque, qui s'appelle Constance, suçait son pouce en me tenant l'oreille. Et j'ai donc fait mon logo en lui laissant l'oreille à portée de main. Puis moi, j'ai fait mon logo comme ça. Ça ne fait rien, tout peut bien s'arranger. Alors, Jean-Baptiste Chelmérite, vous qui êtes comédien, là sur France 3, on va y revenir, mais vous êtes aussi, on vous a vu et vous avez cartonné dans Ses chers voisins sur TF1. Sur TF1. Ah oui, il fait comme si il se souvenait pas. Si, non, mais en plus j'ai pas mal bossé pour TF1 parce que j'étais dans une famille formidable avant. Eh oui, c'est ça. Donc TF1, c'est une chaîne et une maison qui, même si vous l'avez pas connue parce que vous êtes trop jeune, ses débuts avec ce T, ce F, ce 1, qui est inventé par Catherine Chaillet, qu'on vient d'entendre grâce à Gilles Gansman, eh bien, c'est ça. Bien sûr, oui, c'est très gros. D'ailleurs, j'ai failli arriver en retard ce matin parce que j'allais vers la tour TF1 au lieu d'aller de l'autre côté. C'est juste à côté. Juste derrière. Oui, c'est ça, c'est pas très loin. Bon, c'est une erreur qu'on vous aurait pardonnée. Gilles, on reprend le zapping. Non, c'est fini. C'est fini. Oui, je sais bien, on en veut encore, on en demande, mais c'est Valérie qui aura la suite lundi. Eh ben parfait, et on donne rendez-vous à Valérie lundi. Vous êtes avec nous sur Sud Radio, à tout de suite pour Sud Radio Média. On continue avec Enquête parallèle, cette fiction policière qu'on retrouve demain soir sur France 3. Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Gansman. Sud Radio Média,
Les invités du jour. Et avec Gilles Gansman, nous recevons aujourd'hui pour Sud Radio Média 2 comédiens qui sont le binôme star de cette enquête parallèle, cette fiction policière de France 3, avec un nouvel épisode qui sera diffusé demain, Un crime presque parfait. Florence Pernel et Jean-Baptiste Chelmerdine. Vous formez donc, je disais, ce duo de 2 journalistes qui enquêtent en parallèle, en effet, d'un commandant de gendarmerie sur un crime bizarre et un crime qui, en effet, semble parfait. Alors, on ne va pas spoiler, on ne va pas raconter l'histoire, mais comment vous vous insérez dans cette enquête? Comment ça se passe? Racontez-nous au moins le début. Florence? C'est une enquête parallèle, si vous voulez. Oui. C'est des moyens justement qui contournent, si vous voulez, les moyens des gendarmes et les moyens de la police. Donc c'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup par, je dirais, par des à côté, par des réflexions qu'ils ont entre eux. Et en fait, c'est une ancienne journaliste de guerre et Jean-Baptiste, il est caméraman. Mais comme c'est un personnage assez fantasque, etc., le personnage de Fred, le mien, tire énormément de l'intuition et je dirais des idées assez farfelues de Jean-Baptiste, de Manu, et à eux deux, ils sont assez complémentaires, quoi. Oui, et à côté de ça, elle va chercher de l'aide chez des gendarmes. Oui, elle c'est la grande sœur qui a bourlingué, qui a été, donc, comme vous dites, grande reporter de guerre. D'ailleurs, vous me faites penser, en regardant, j'ai regardé évidemment l'épisode pour préparer, grâce à Gilles Gansman, et vous me faites penser, alors peut-être que vous n'allez pas apprécier, mais on a bien connu sur TF1 Marine Jacquemin, par exemple, qui était une formidable j'ai lu ces bouquins, figurez-vous. Voilà. Vous voyez, vous en êtes inspiré. Il y a Valérie Crova aussi de France Info et de France Télévisions, des femmes formidables qui ont été des grandes consoeurs, qui sont de grandes consoeurs et qui ont. Et vous me faites penser. Et alors, face à cette grande sœur qui a de l'expérience, il y a ce jeune journaliste que vous incarnez, Jean-Baptiste Chelmerdine, qui est caméraman. Et alors vous, on a l'impression, là encore, vous n'allez peut-être pas aimer, mais on a l'impression que le garçon que vous incarniez dans Ses chers voisins sur TF1, il est devenu adulte, maintenant il est rentré dans la vie active, mais c'est un peu le même personnage, un peu fantasme, qui réfléchit, qui a du feeling, et puis qui tout d'un coup a une idée qui s'avère géniale, et qui amène un peu à la solution. Après s'être fait manipuler, mais ça on rentre pas dans le détail. Mais c'est assez intéressant, parce que vous avez comme poursuivi votre personnage. Mais je crois que c'est mon clown, comme on dit chez les comédiens, c'est-à-dire que c'est le genre de personnage que j'aime bien. Un peu brouillon comme ça, un peu, on n'arrive pas trop à le suivre. On voit qu'il est pas méchant, mais qu'il peut même être attachant. Et contrairement justement au personnage de Florence, mon perso a peur de tout. Oui, et elle a peur de rien, et en plus, ça la titille d'aller à l'aventure. Alors que moi, je déteste. Enfin, mon personnage déteste. Dans la vie, j'adore ça. Non, c'est pas vrai. Mon personnage déteste ça, et c'est justement cet antagonisme qui fait que il y a quelque chose qui se passe de particulier dans cette enquête, dans ces enquêtes qu'on mène, sans en plus avoir le droit de les mener, parce que c'est toujours en sous-main. Et d'ailleurs, le commandant de gendarmerie, qui joué par David Mora. David Mora, qui est formidable, et qui lui est sur M6 souvent aussi dans ses chers dans scène de ménage. Exactement. Sans révéler et spoiler, une des premières scènes, il y a quelqu'un qui va vouloir se suicider. Alors je me suis posé la question si c'était très haut ou c'était un effet d'image. Est-ce que quand vous êtes sur le toit, quand l'image elle est incroyable. Alors, il faut dire aux auditeurs, vous montez sur le toit pour essayer de le sauver. Oui, mais il y a un plan, on voit que l'immeuble. Et donc vous avez eu peur ou pas, Florence? Comment ça s'est passé? Vous avez une doublure? Vous avez tourné vous-même? Non, il n'y a pas de doublure, mais je vais vous dire, on est tellement bien sécurisé par les cascadeurs que, passer l'appréhension d'être haut sur un toit, vous vous dites que même si vous glissez, vous allez... Au pire, vous aimeriez bien glisser, parce qu'il y a 2 mecs fantastiques et costauds qui vous attendent, donc finalement, vous vous dites, peut-être je vais glisser, tiens. Mais Florence, elle a peur de rien, elle adore... Il y a une cascade, elle y va, quoi. Alors que moi, justement, il y a une cascade qui... Il y a quelqu'un qui peut me mettre une perruque et... Et ce sont des scènes qui vous font pas peur, alors? Non. Et puis c'est drôle à faire. C'est comme dans le premier épisode, on avait une bagarre, on y était allé à fond, c'était drôle. Avec Jean-Baptiste qui essayait de me retenir, c'était assez sympa. D'ailleurs, on l'a gardé tel quel.
Vous êtes assez casse-cou dans cet épisode. Il faut dire que Florence Pernel est une des comédiennes les plus... qui est vraiment très aimée des gens. À chaque fois, c'est un carton d'audience quand vous mettez Florence Pernel en tête d'un téléfilm. Gentil. Oui, comment vous expliquez que le cinéma ou les autres lieux où on voit des comédiennes un peu branchues, vous n'êtes pas dedans alors que les gens vous adorent? Parce que je pense que justement, souvent, si vous voulez, on nous explique que la popularité à la télé ne fait pas la notoriété au cinéma. Et que beaucoup de producteurs de cinéma vous expliqueront qu'à trop voir ou à trop populariser un personnage à la télé, les gens n'iront pas dépenser 20 € pour aller la voir au cinéma. C'est une théorie qu'on entend partout. Alors, il y en a certains qui ont réussi à casser ce plafond de verre, comme Jean Dujardin qui est passé de Loulou et c'est la preuve que c'est possible. C'est la preuve que c'est possible. Oui, je pense que c'est possible. Après, il faut voir par quelles issues. Après, moi, ça m'a pas empêché de faire quelques films magnifiques au cinéma, comme Bleu ou comme La Conquête, où je jouais Cécilia Sarkozy, etc. Oui, après, voilà, vous savez, c'est un tout petit milieu. Je pense que Jean-Baptiste vous dira la même chose. Au théâtre, c'est pareil, c'est tout petit. Donc moi, j'arrive plus à rentrer dans le monde du théâtre, peut-être aussi parce qu'il est plus artisanal et que vous arrivez plus facilement à construire quelque chose de vos propres mains, vous voyez, à initier un projet du début jusqu'à la fin. Au cinéma, il faudrait savoir emporter un scénario, enfin, vous voyez, être la nouvelle Agnès Jaoui du moment et savoir créer quelque chose d'innovant au cinéma. Mais de fait, les producteurs ne viennent pas naturellement chercher quelqu'un. Non, c'est que, ils ont peur de cette encore théorie. une fois, ils vous expliquent que à partir du moment où on voit quelqu'un souvent à la télé, qu'elle est populaire ou qu'il est populaire, les gens n'iront pas dépenser de l'argent pour le voir au cinéma. Je demande à voir, hein, je ne pense pas que ce soit vrai. Mais voilà, toutes ces économies sont fragiles. Vous l'avez dit vous-même, Florence Pernel, ça m'a pas empêché, vous venez de nous le dire, ça m'a pas empêché de faire de très jolis films. Et on demandera à Jean-Baptiste Chelmerny, de votre binôme, votre collaborateur, caméraman dans l'épisode, ce qu'il en pense dans un instant. Mais nous aussi, on a nos producteurs et notre économie, et ça passe par la pub, et on a un écran de pub. Tout de suite, on se retrouve sur Sud Radio pour Sud Radio Média avec Gilles Gansman. Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Gansman. Sud Radio Média, les invités du jour. Avec Gilles Gansman, nous recevons donc le binôme de comédiens Florence Pernel et Jean-Baptiste Chelmerdine, qui sont tous les deux cette grand reporter et ce journaliste caméraman d'une région du sud-ouest de la France ou du sud de la France, et qui tout d'un coup sont confrontés à un crime, et un crime presque parfait. C'est le titre de cet épisode diffusé demain sur France 3. On évoquait à l'instant... 21h05. 21h05 demain samedi sur France 3, Gilles. Et on évoquait à l'instant avec Florence Pernel, votre camarade Jean-Baptiste, cette difficulté pour les producteurs de cinéma, alors que vous avez une super notoriété, le public vous reconnaît immédiatement et puis vous apprécie, et pourtant les producteurs vous donnent peu de rôles au cinéma. Ça vous met pas en colère, cette espèce de... Parce que c'est pas vrai, par exemple, partout, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne, aux États-Unis, il n'y a pas ces freins. Non, en fait, je me suis raisonné là-dessus, parce que à partir du moment où j'ai fait Nos chers voisins, où vraiment on faisait des cartons, 8 millions, 10 millions d'audience, enfin vraiment ça cartonnait, et que j'ai vu qu'ils faisaient des films avec des influenceurs qui donc passaient encore plus, enfin aussi gratuits, voire plus, puisqu'ils étaient sur YouTube. Ils faisaient des films avec des gens comme ça, ils nous tenaient quand même le discours aux gens de télé, non, parce qu'on vous voit à la télé, c'est gratuit, et du coup, je me suis dit, mais il n'y a pas de logique, en fait, donc tant pis pour eux. Moi, j'essaie de monter mes projets, j'ai un scénario qui est en cours, enfin qui est écrit et qui est en lecture. On a une réalisatrice. Pourquoi pour un film, pour une comédie, pour un long métrage, mais ça peut être pour une plateforme. J'écris aussi des pièces. Enfin, je suis en coécriture sur beaucoup de choses. Et après, donc vous nous dites, qu'il faut tracer sa route, et il ne faut pas y penser. Ça, faut pas. Oui, parce qu'en fait, on devient fou, parce que
il n'y a pas d'explication logique. Il y a des gens qui continuent de faire des films alors qu'ils ne font aucune entrée. Ça fait depuis 15 ans qu'ils font pas d'entrée et ils continuent d'avoir la carte. Et puis d'autres, des gens comme peut-être Florence ou moi, qui, comme plein de gens de télé, sommes très populaire et en même temps on nous appelle pas pour des castings. Oui, mais du coup, donc c'est pas, vaut mieux pas se prendre la tête là-dessus parce du coup, est-ce que c'est une aubaine d'avoir fait Les Chers Voisins? Vous étiez avec Issa Doubia, les deux feignants et ceux qui payaient pas le loyer. Est-ce que ça a été une aubaine ou une malédiction pour vous? Non, ça a été une aubaine parce que ça a mis un coup de projecteur sur nous tous, sur Gilles Alma, sur Joy Esther, Isabelle Vitari, des gens qui sont comme moi devenus quand même. Ça nous a rendus célèbres, quoi. Alors, donc c'est très bien. Il y avait ce fameux ascenseur où il se passait beaucoup de scènes. Ouais. Donc vous êtes avec Issa Doubia, il y a Joy qui est la voisine qui arrive. Et Joy, elle rentre dans l'ascenseur et elle a des seins un peu proéminents. Vous vous posez des petites questions. Il s'en pose pas, il est juste fasciné. Mais ils osent pas vraiment aborder le sujet et ça donne ça. En fait, Issa, je t'ai pas dit. Quoi? J'ai eu ma mère au téléphone. Ah bon? Tu sais les sacs de luxe qu'elle a achetés là? Bah en fait c'était des faux. Pourtant les voir comme ça franchement... Ah ouais, ils étaient tellement beaux aussi gros. Elle a dû être vachement déçue ta mère hein. Ah ouais, la pauvre, t'imagines? Attends, t'achètes des sacs, tu crois que c'est des vrais, tu t'aperçois que c'est des faux. Ah ouais, tu dois être très 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 déçu. Ouais, ta mère ce qu'elle aurait dû faire avant de les acheter c'est... demander. De les toucher, de les tâter, de les malaxer, de les sentir aussi. C'est la meilleure solution pour savoir si c'est des faux ou des vrais. Vous aviez un truc à me demander les garçons? Non. Pas vu? Ça vous émeudrait écouter ça? L'ambiguïté. Non, mais ça me fait rire parce que c'était vraiment des bons moments. C'est très très drôle, quoi. Enfin, moi, on a passé 5 ans vraiment joyeux. Vraiment. Et les rediffusions, ça vous gêne ou pas? Vous êtes payé pour tous les rediffusions? On est payé de moins en moins, mais on est payé. Moi, ça m'a gêné au début parce que je me suis dit, mais j'avais l'impression vraiment que le personnage me collait à la peau. Et en fait, maintenant, non, parce que j'ai fait d'autres choses, j'ai fait du théâtre, on est avec Florence, il y a là, qui marche donc, vraiment, oui, voilà, c'est ça. Maintenant, je le vois comme un il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet de poursuivre, de recommencer, non, c'est vieux là, ça va faire 10 ans que c'est fini. Hein. Mais du coup, c'est vrai qu'on a du mal. Si je dis dans la rue Jean-Baptiste Chelmerdine, ça parle pas. Et si je dis, mais si le blond, Alex Chervoisin, tout de suite, le blond de Chervoisin, oui. Alors, comment on peut arriver à se faire un nom? Au fur et à mesure d'une carrière, et puis mais moi finalement ça m'arrange. Je pars du principe que quand on est comédien, on doit se cacher, on doit être le rôle. Donc si les gens se souviennent de moi pour le rôle, ça veut dire que de réseau, vie privée. Ouais, ça veut dire que j'ai fait mon travail en fait. Ouais, c'est ça. Je suis pas. On n'est pas des people. On est des comédiens et notre métier, c'est d'être un personnage. Alors justement, je voudrais qu'on dise un mot aussi de vos camarades. Hein. C'est pas vous retirer la vedette, bien au contraire, Florence Pernel et vous, Jean-Baptiste Chelmerdine. C'est que vous avez avec Enquête parallèle et ce nouvel épisode, donc Un crime presque parfait, vous avez un autre garçon qui lui est présent dans une série sur M6, donc Scène de ménage. C'est David Morat qui est dans Scène de ménage, ce garçon d'un couple qui est un peu bousculé par sa femme, qui est plus autoritaire que lui, qui est très sympa et qui là joue le rôle d'un commandant de gendarmerie assez crédible. Et puis on a quand même des personnages, vous êtes sacrément bien entourés. Lui, David Morat, mais Macha Merrill, qui est formidable. Qui est génial, et puis Annie Gregorio avec son accent, cette faconde, cette femme ronde, et qui est formidable aussi. Enfin, ça doit être génial de tourner avec toute cette bande, presque comme un long métrage. C'est formidable. Moi j'étais contente de retrouver, figurez-vous, Malik Zidi. Qui est génial. Qui a été mon beau-fils dans une série avec Jean-Yann sur les Thibauts. Ah, mais c'est pas jeune, hein. Ah oui, ça nous ramène à loin, mais en 2002, je crois. Mais Jean-Yann... Ouais. Et j'ai retrouvé Malik. J'étais très heureuse de le retrouver. Et puis évidemment Macha Merrill qui est inoxydable, drôle, fantastique, qui ne se plaint jamais, qui est en acier. Un collet brune, un collet blonde. Enfin, c'est génial. Mais alors qui est le plus fêtard une fois la dernière scène de la journée? C'est Florence. Florence est fêtard. Qui est quoi, pardon? Le plus fêtard après le dernier coup de caméra. Florence, elle a une énergie folle. Tous
savoir sur les soirées de tournage. Alors juste avant de nous quitter, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a pris de reprendre une chanson de Lenny Kravitz. On peut vous écouter en train de chanter, c'est assez étonnant. Vous avez déjà entendu chanter Florence Pernel, Jean-Baptiste Jean-Baptiste, oui, je l'ai déjà entendu chanter, bien sûr, parce que moi, je suis peut-être fêtard de la nuit, mais le matin, il arrive en chantant. Et pas que dans la douche. Allons-y, l'extrait. Voilà. On l'écoute. I was born long ago. I am not sure that I'm the one. I have come to save the day, and I won't leave until. La voix de Jean-Baptiste Chelmerdine. Il faut faire de la chanson, Jean-Baptiste, il est sublime. Mais c'est le marché du disque est compliqué. Ah bah oui, mais on n'a rien sans rien. Encore les producteurs. Bah oui, non, mais vous avez envie ou pas du tout? Non, mais moi j'adore faire de la musique à mes heures perdues, mais si ça prend pas, je vais pas courir après. Moi mon plaisir c'est de faire de la musique. Chez moi, j'ai déjà suffisamment à faire pour vendre ce que je coécris et pour me vendre en casting, etc. Non. La musique, j'adore, hein, mais vous pouvez aller écouter. Il y a cette chanson, puis il y en a une autre aussi. Très bien, merci en tout cas d'avoir été là, Florence Pernel et Jean-Baptiste Chelmerdine. Et une dernière question, l'épisode 3, elle est en cours ou pas? Il est tourné. Il est tourné. Donc il y aura un troisième épisode. Quatrième, cinquième? Normalement. Il va se tourner. Ça s'appelle Enquête parallèle, c'est sur France 3, nouvel épisode d'Un crime presque parfait. Demain, 21h05 sur France 3. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et on vous souhaite une très très belle année 2025 à toutes et à tous. Tous vos auditeurs, bonne année. Merci, à tout de suite sur Sud Radio. On va parler Starac. Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Gansman.